Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Dans l'actualité pharmaceutique de notre pays, le président de la République a orienté la stratégie nationale en appuyant des secteurs de pointe comme celui de l'industrie pharmaceutique, avec en l'occurrence la création d'un ministère dédié. Pour apporter un éclairage sur les objectifs et missions assignés à ce département, nous avons le plaisir de recevoir Lotfi Ben Bahmed, ministre de l'industrie pharmaceutique. Je rappelle qu'il a été président national de l'ordre des pharmaciens et qu'il a bénéficié du soutien des professionnels du continent car il a été élu président de l'interordre des pharmaciens africains. Lotfi Ben Bahmed, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter encore une fois. J'ai eu l'honneur et la fierté de participer déjà aux activités de Pharma Group. Moi, j'étais président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Je le fais avec grand plaisir en étant ministre de l'industrie pharmaceutique. Pharmacien un jour, pharmacien toujours. Okay. On l'a toujours aux côtés de la profession. Okay. Cette semaine a été très dure car la profession vient de perdre un confrère, un père, un frère, une grande figure de la pharmacie nationale. C'est Abdelrahim Zemouchi, Rabbi Rahmo, vient de nous quitter. Selon les très nombreux témoignages exprimés, il était profondément engagé pour le développement de la pharmacie algérienne. Il a été le premier président de l'ordre des pharmaciens, puis du syndicat des pharmaciens, le SNAPO, duquel il était membre fondateur. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, Rabbi Rahmo. Lotfi Ben Bahmed, vous vous êtes rendu au funérailles, hein, vous l'avez côtoyé et avez travaillé avec lui. Que pouvez-vous nous dire sur l'homme qu'était Abdelrahim, Rabbi Rahmo? Écoutez, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons effectivement vécu ce départ. C'est Abdelrahim, c'était un grand monsieur. Son départ, avec lui, c'est un pan de l'histoire de la pharmacie algérienne qui est parti avec lui. C'est quelqu'un effectivement que j'ai eu l'honneur de côtoyer, de connaître, avec lequel j'ai travaillé. J'ai fait partie des personnes qui avaient rédigé les premiers statuts du SNAPO. Il y a eu la fameuse première réunion à l'Horacie où on avait fondé le SNAPO. Et puis, à l'époque, j'avais une petite société qui avait abrité le SNAPO. Donc, on se revoyait pratiquement tous les jours parce que c'était le siège du SNAPO. Pendant près de 2 années où on refaisait le monde de la pharma. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la profession. Je pense que c'est un des pharmaciens d'officine qui était le plus engagé, effectivement. Il a connu les structurations, les premières organisations de pharmaciens qui s'étaient organisées dans l'est de l'Algérie. Puis, venant à Alger, il a participé d'abord, il a été élu dans le premier conseil national de l'ordre, qui malheureusement avait duré quelques mois, puisqu'il avait été dissous à l'époque. Justement, on ne voulait pas que les pharmaciens s'organisent, on ne voulait pas que les ordres médicaux s'organisent. C'était une autre époque où on ne voulait pas de société civile. Donc, il avait fallu attendre 88 pour les nouvelles élections. Entre-temps, justement, l'idée était de créer ce syndicat. C'était à la suite, justement, de cette dissolution de l'ordre qu'il était venu l'idée de créer ce syndicat et il avait rassemblé toutes les énergies, toutes les forces, toutes les compétences qui existaient sur l'ensemble du territoire national pour créer et fonder ce syndicat. Par la suite, j'ai eu à le voir régulièrement, échanger. Des fois, nous étions d'accord, des fois, nous n'étions pas d'accord. Il s'est toujours fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Sa grande voix, sa présence va beaucoup nous manquer. Et j'ai une pensée émue pour sa famille, parce que c'est aussi un père de famille, un grand-père, et il a une famille derrière lui. Nous sommes tous orphelins de ces Mouchi. Tout à fait. Il nous a quittés en nous transmettant le flambeau pour poursuivre le travail au service de la pharmacie. Nous devons relever le défi, les défis qui nous attendent. C'est donc cette optique, c'est dans cette optique que s'inscrit l'émission, donc l'invité du Pharma Group. Donc tout de suite notre première question, en lien avec le plan d'action du ministère, de votre département. Vous avez présenté un plan d'action détaillé de votre département au Conseil des ministres.
Quelles en sont les grandes lignes? C'est un plan qui avait quand même impressionné, hein. Vous vous êtes inspiré du modèle, on va dire, miracle sud-coréen, qui a séparé les soins de l'industrie pharmaceutique. En quoi et comment ce modèle peut être efficace pour notre pays? Oui, effectivement, l'idée, c'était justement de créer, de séparer, comme vous disiez si bien, les soins de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'on avait vu et constaté que depuis 2017, il y avait une énorme problématique de régulation du secteur, que ce soit au niveau des enregistrements, que ce soit au niveau de la régulation avec les pénuries récurrentes que connaissent nos consoeurs et nos confrères. Effectivement, malgré des moyens colossaux, près de 4 milliards d'euros qui sont consacrés à ce secteur-là, nous avions toujours une très mauvaise régulation. En fin de compte, le pharma avait évolué. Le pharma a beaucoup évolué. La distribution, l'industrie, l'officine. Mais le niveau de régulation était resté très faible. Donc il fallait avoir des outils de régulation à la hauteur des défis et des enjeux de ce 21e siècle. Donc il était nécessaire de faire une mise à niveau. L'idée était aussi que ce ne soit pas simplement un secteur qui crée des dépenses. Parce que souvent, le médicament est appréhendé comme une dépense subie, une dépense, un fardeau. Et or, avec justement cette crise tridimensionnelle que nous vivons en Algérie, sanitaire, économique, énergétique, il était essentiel pour l'Algérie de trouver des ressources hors hydrocarbures. Et nous avons une carte à jouer, réellement, pour le pharma. Et pour cela, il fallait un ministère dédié qui puisse, à l'image, effectivement, du miracle sud-coréen ou des Britanniques qui ont séparé les deux, ou des Indiens qui, depuis toujours, depuis les années 60, ont toujours géré l'industrie pharmaceutique de manière séparée de la santé, de créer un ministère dédié qui puisse se consacrer entièrement, justement, au développement du secteur. Pour cela, bien sûr, nous avons engagé un plan d'action qui, à la fois, bien sûr, assure la qualité des produits pharmaceutiques, mais aussi leur disponibilité, leur accessibilité, c'est la triptyque d'une politique pharmaceutique, mais aussi qui fasse de notre secteur un levier de croissance pour le pays. Et dans ce cadre-là, nous avons fait différentes propositions, des propositions très détaillées, avec un plan d'action qui nous permet justement de remettre, on en parlera tout à l'heure, les outils de régulation à niveau, l'agence des produits pharmaceutiques, un enregistrement accéléré pour un certain nombre de molécules que nous devons produire ici, une orientation vers des molécules à très forte valeur ajoutée, l'oncologie, l'hématologie, les insulines, qui nous coûtent près d'1 milliard d'euros en Algérie, et surtout aussi un accompagnement vers l'export. Or, vous savez, le médicament, c'est un produit très réglementé. Et on ne peut pas parler d'export comme d'une vulgaire marchandise, comme nous n'importons pas n'importe comment nos médicaments, les autres pays aussi. Donc il faut un appui de l'État, il faut des accords entre les pays, il faut un accompagnement avec les autorités sanitaires des autres pays, justement pour aider nos laboratoires à se projeter vers l'export, à pouvoir enregistrer dans ces pays-là. Je pense à la région MENA, je pense à la profondeur stratégique que nous avons justement vers l'Afrique. Ce sont des atouts indéniables sur lesquels nous nous reposerons. Puis je pense à cette formidable ressource aussi humaine que nous avons aujourd'hui, des dizaines de milliers de pharmaciens que nous avons aujourd'hui. Nous avons 10 départements de pharmacie, il faut réorienter les études. Comme nous devons réorienter l'officine vers, on avait tellement parlé ensemble sur Pharma Group, vers les services liés à la santé et l'éducation thérapeutique. Nous devons réorienter aussi la formation aussi plus vers l'industrie, plus vers les nouveaux métiers qui trouvent des débouchés non seulement en termes d'emploi, mais qui accompagnent le secteur, le pays et la protection de la santé publique vers un avenir prometteur. Il y a la question de l'organigramme de votre département. Est-ce que l'industrie pharma, c'est un secteur de pointe, hein, vous l'avez dit, il est très concurrentiel à l'échelle mondiale. Votre département dispose, vous avez cité tout à l'heure des ressources au niveau
des richesses et ressources humaines au niveau fournies par l'université. Mais là, je m'adresse plus à votre département. Votre département dispose-t-il de ressources humaines suffisantes qui ont l'expertise nécessaire pour mener à bien les missions énoncées? Oui, oui, nous sommes actuellement en pleine structuration de notre département ministériel, puisque notre organigramme est en train d'être mis en place. Alors, justement, la problématique qui se posait pour l'industrie pharmaceutique, ou pour la pharmacie en général et pour le médicament en particulier, c'est qu'il était noyé dans un ministère qui avait beaucoup d'autres secteurs à prendre en charge. Et donc, ça passait à travers une direction qui était la direction générale de la pharmacie, avec laquelle nous avons tous travaillé pendant de longues années, qui avait des moyens limités et une expertise limitée. C'est-à-dire que les outils de régulation que nous avions en Algérie n'étaient pas au niveau de nos ambitions. Il était très complexe pour l'Algérie de passer à un nouveau stade de développement de son industrie, d'une régulation plus adaptée à nos objectifs, sans faire une réforme. Et cette réforme, la création de ce ministère de l'industrie pharmaceutique, nous, dans notre organigramme, on passera à 6 directions. Nous aurons 4 directions techniques, une qui concernera bien sûr toutes les problématiques liées à la régulation, aux autorisations, au programme d'importation, tout ce qui était fait par la direction de la pharmacie, mais nous aurons aussi 3 autres directions. On aura une direction du développement industriel, réellement qui accompagnera les projets pas à pas. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de signer une autorisation. C'est de la recherche. C'est de la recherche. Il y aura, bien sûr, de la recherche et développement, toute une série de sous-directions qui sont comprises dans cet organigramme. Je ne veux pas en dire trop, parce qu'il n'est pas officiel, mais je le communiquerai une fois qu'il sera publié. Nous avons, je vous donne les grands titres, hein, les grands axes. En exclusivité pour Pharma Group. Voilà. Merci. La troisième direction, ce sera celle de la veille stratégique et de la pharmacoéconomie. Okay. Parce qu'il est fondamental d'avoir du recul et avoir une stratégie de développement. Il ne s'agit pas simplement de multiplier les unités de production, de multiplier les productions sans réguler. Tous nos confrères et nos consoeurs savent très bien que pour une molécule, des fois on a 10, 15, 20, 25 producteurs. On produit beaucoup de formes sèches, pas suffisamment d'injectables. On ne produit pas encore des produits de biotechnologie. En oncologie, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. Que sur l'insuline, alors que nous sommes de très loin les premiers consommateurs en Afrique d'insuline en stylo. Il faut savoir que dans d'autres pays, ils sont encore au flacon. Et que nous consacrons près de 400 millions d'euros sur ce type d'insuline, et nous n'avions pas d'unité de production. Donc il y avait des projets qui existaient, mais depuis 2017, même, je veux dire, les ambitions des industriels étaient totalement, et des laboratoires locaux ou internationaux, étaient totalement, je veux dire, quelque part frustrés par des démarches et un système qui était à la fois bureaucratique, avec des outils de régulation qui ne correspondaient pas aux réponses dont ils avaient besoin pour pouvoir traiter tous les problèmes. Alors il y avait toutes les problématiques liées à l'enregistrement, il y avait des problématiques bureaucratiques assez bêtes. Hein, je veux dire. Vous savez, par exemple, tous nos confrères pharmaciens d'officine savent que quand ils vont renouveler un registre de commerce, par exemple, je donne un exemple similaire, ils payent un droit. On leur donne un papier, ils mettent leur nom, on leur met le cachet. Avec ce cachet-là, ils vont payer les droits, ils reviennent, ils déposent le renouvellement de leur registre de commerce. Pour l'enregistrement des médicaments, il y a un papier similaire où le laboratoire écrivait le nom du laboratoire, le nom de la molécule, il déposait le papier pour qu'on lui tamponne, qu'il aille payer les droits au trésor pour le mettre dans le dossier d'enregistrement. Okay. La simple apposition du tampon mettait 18 mois. Il y avait près de 700 dossiers qui étaient bloqués à ce niveau-là. Et c'est des dossiers de médicaments, par exemple de biosimilaires, sur lesquels nous gagnons 40 ou 50% dans les marchés PCH. C'est-à-dire qu'on perdait chaque année entre 100 et 150 millions d'euros, simplement parce que nous n'avions pas enregistré un certain nombre de molécules
Je ne parle pas de biosimilaires Oui. qui sont vendus que dans certains pays. Je parle de biosimilaires qui sont vendus dans le monde entier, qui sont approuvés par la FDA, par la l'EMA, par ce qu'on appelle hein, des agences strictes. C'est la définition de l'OMS. Et ces médicaments-là n'étaient pas enregistrés. Nous avions des dizaines, je dis bien des dizaines de laboratoires, pratiquement tous, même Saïdal, qui avaient des dossiers d'enregistrement. Vous savez, Saïdal, par exemple, a changé de site avec la construction de la grande mosquée et la vétusté du site Al-Harash. Il avait été détruit. Il y a un nouveau site à Zmedli, qui est au bord de l'autoroute, qu'on venait de l'aéroport, qui avait été reconstruit à neuf pour pouvoir transférer ces productions. Il fallait réenregistrer. C'est ce qu'on appelle une variation majeure. Okay. Et ben, depuis des années, près de 2 ans, 2 ans et demi, Saïdal n'a eu que très peu d'enregistrements. Et c'est pour cela que beaucoup de produits restent indisponibles en fossiles alors qu'ils sont produits localement. Et on ne le comprenait pas. Ça pouvait être même des produits qui existaient déjà, pas simplement de nouveaux produits. Ça, et puis nous avions beaucoup d'autres laboratoires. Nous avons des laboratoires qui ont 80, c'est bien, 80 produits bloqués. 80 produits pour un seul laboratoire. Oui. Tout cela additionné, ça ne devenait plus simplement, ça devenait critique pour l'industrie. Cette industrie qui s'était développée, qui avait une croissance à 2 chiffres, là, vivait depuis 1 an et demi, 2 ans, une crise majeure. Et certains laboratoires, on ne veut pas donner le nom, ne payaient plus leurs employés depuis 4 mois. Parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs produits. Ils avaient investi dans des unités ultramodernes. Ils avaient même sorti leur lot de validation. Et parce que le comité d'experts, par exemple, quand il s'agit d'une nouvelle molécule qui est faite en Algérie, il ne s'est pas réuni depuis 1 an et demi. Oui. Le comité de prix qui est auprès du ministère de la Santé, il se réunissait 1 fois par semaine, il s'est pas réuni pendant tout le Covid, et très souvent, il n'y avait pas le quorum, il ne se réunissait pas. Il y avait près de 1000 dossiers en attente. Il y avait simplement il y avait des produits qui étaient passés par le comité de prix qui n'avaient pas eu la notification, c'est-à-dire le fait, simplement, alors ils avaient accepté le prix qui leur avait été proposé, la simple notification n'avait pas été faite depuis plus de 6 mois ou 1 an. On était dans une situation ubuesque. Quand je vous dis ubuesque, lorsque je suis, même étant président de l'ordre, j'avais effectivement, nous avions 6 catégories, donc la catégorie des industriels. Je voyais régulièrement des directeurs techniques me parler de ces problématiques. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi aiguës et aussi importantes. Donc la création de ce ministère, c'était une urgence. Ce n'était pas simplement un choix. C'était une urgence parce que nous avions une industrie pharmaceutique qui réellement risquait de s'effondrer. Certaines entreprises, vous savez, notre industrie, les jeunes, c'est des sociétés, des emplois qui ont 10 ans, qui n'ont même pas encore remboursé leur crédit bancaire, qui en ont pris de nouveau parce qu'ils ont eu des ambitions, ils ont fait des extensions. On a par exemple un certain nombre de médicaments injectables, que les officinaux, notamment les corticoïdes, qui sont souvent en rupture parce qu'il y a un producteur et pas suffisamment d'importation. J'ai 4 producteurs qui, depuis 2 ans, attendent leur autorisation, qui fabriquent même en seringue pré-remplie, à Constantine, Altaf, dans l'ouest du pays. C'était dément. Donc, notre objectif premier, c'était donc de créer un département ministériel qui puisse prendre en charge tout l'ensemble de ces problématiques. D'abord, avoir une stratégie, savoir où on va, réguler, c'est le rôle de l'État, justement, de réguler, et d'accompagner aussi les outils de régulation. L'agence, par exemple, du médicament, qui n'existait que sur le papier. Elle avait été créée en 2008. J'étais de ceux qui étaient auditionnés par l'Assemblée nationale et de ceux qui avaient participé à cet amendement. Puis nous avions milité pour chaque année, toutes mes interviews et mes déclarations, et dans toutes nos journées. On était en faveur du lancement de l'agence, tout à fait, on s'en souvient. Sur cet aspect-là. Et jusqu'en 2020, l'agence n'existait pas. Oui. Elle existait sur papier. Rappelez-vous, il y avait le laboratoire de contrôle à part, et il y avait cette agence qui était, il y avait quelques bureaux,
d'un personnel qui était parfois même pas payé, qui avait dû quitter l'agence, et à qui on envoyait les dossiers d'enregistrement. Ils ne pouvaient, bien sûr, pas prendre en charge. Donc, dès mon arrivée, ma nomination comme ministre délégué de l'industrie pharmaceutique, ma première tâche, ça a été de faire aboutir l'agence. C'est-à-dire qu'il fallait donc que l'Agence nationale des produits pharmaceutiques puisse, et le laboratoire national de contrôle, faire comme le prévoyait le décret qui mettait en place l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ça n'a pas été facile, il a fallu une quinzaine ou une vingtaine de réunions, il y a des domaines, il y a des inventaires, c'est assez complexe, hein, le truc administratif. Déjà, pour une société privée, c'est compliqué. Alors pour l'État et pour des institutions, bien sûr, il y avait des résistances, forcément, parce qu'il y avait des gens qui voulaient garder leurs prérogatives. Nous avons fait cela, nous avons doté d'un budget, parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur personnel, doté d'un siège, d'installation. Cette agence, nous l'avons remis nous avons matériellement en tout cas, et de manière organisationnelle, nous avions créé cette agence au mois de juin. On peut dire au mois de juin 2020, elle était prête. Pour la rendre opérationnelle, tout à fait. Il restait, pour la rendre opérationnelle, il fallait un certain nombre de décrets. Parce que les textes n'existent pas. Oui. Il faut se référer à la loi de 2018, vous verrez, il faut un décret qui met en place la commission d'enregistrement, un décret qui met en place l'homologation, un décret qui met en place le comité de prix de l'agence, plus différents textes réglementaires sur l'inspection, sur la TU, sur les essais cliniques, etc., qui étaient inexistants. C'était des prérogatives de l'agence, mais que l'agence n'avait pas. Le fait de créer un ministère de l'industrie pharmaceutique, il y a un ministère qui s'occupe justement de mettre en place ces textes et d'orienter ces textes au profit du développement de l'industrie pharmaceutique. Vous savez, quand vous rédigez des textes, vous pouvez mettre en place des articles qui feront qu'il est impossible techniquement d'enregistrer des biosimilaires. Vous pouvez mettre des textes qui vont être difficiles à implémenter, qui vont créer de lourdeurs administratives très importantes. Oui. Donc nous, ces textes-là, qui sont prêts, qui sont déjà déposés au secrétaire général du gouvernement, ont été rédigés avec non seulement les pharmaciens directeurs techniques, mais avec les experts aussi du RNC, de l'agence, les gens qui vivaient les problèmes. C'est pour ça que des fois, je suis un peu étonné d'entendre des personnes faire des commentaires sans connaître réellement la problématique. La problématique, réellement, le mal était profond. Il était, cette ordonnance qui met en place justement les prérogatives de l'industrie pharmaceutique et qui nous permettra justement d'accompagner la création et la mise en place d'une agence forte et dotée de textes réglementaires et de moyens, nous permettra de prendre en charge l'ensemble des problématiques. Vous savez, même au niveau de l'agence, comité de prix, et il y a beaucoup de commissions qui sont intersectorielles. Oui, oui. Si vous n'avez pas un ministère derrière vous qui appelle les autres ministres, qui dit vous m'envoyez les personnes idoines qui doivent être là, et d'ailleurs c'est dans le plan d'urgence du gouvernement, dans le plan de relance qui a été présidé par Monsieur le Président de la République il y a une quinzaine de jours, que nous présentons, sur lequel, dans les conclusions, il y avait justement ce plan d'urgence. Et c'est le plan court terme que nous allons mener d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, où nous allons non seulement mettre en place les textes réglementaires autour de l'agence, de la TU, des essais cliniques, pour mettre en place l'ensemble de l'arsenal réglementaire qui pourra permettre de simplement rattraper le retard. Et je vous assure, il y a un effort herculéen à faire pour les experts, parce que c'est des centaines de dossiers qui viennent en retard. Ce n'est pas du tout une approche normale ou de toutes les agences dans le monde. C'est un retard de 3-4 ans. Tout à fait. En plus, avec une volonté réelle de faire aboutir cette année. Alors justement, je voudrais revenir sur les questions de la stratégique, des questions stratégiques. Ensuite, on reviendra sur l'agence. J'ai encore une ou deux questions sur l'agence. En matière de questions stratégiques, il y a une tendance mondiale du marché mondial. Et c'est en lien directement avec ce que vous êtes en train d'évoquer.
qui est à la fusion-acquisition des entreprises. Dans notre pays, bon, on voit avec cette nouvelle stratégie le soutien de l'industrie pharmaceutique locale. Est-ce que vous ne pensez pas que la création d'unités de taille modeste, comparativement à la taille des firmes internationales, pour ne citer que... est-ce que ce n'est pas un contresens, pour ne citer qu'un groupe comme Novartis, qui dispose de 115 000 employés répartis sur l'ensemble de la Terre, ne pensez-vous pas que encourager nos petites industries, c'est pas un contresens? Non, ce n'est pas un contresens. Économique. D'abord, ça peut être complémentaire parce que notre objectif n'est pas simplement de créer que des opérateurs locaux. Nous allons continuer à coopérer avec ces grandes firmes internationales, mais dans un autre esprit, avec une nouvelle approche, une approche conventionnelle. Je reviendrai dessus. Et d'abord, il faut savoir que, contrairement par exemple à l'automobile dans le monde, où il y a 5-6 marques qui représentent peut-être 80% du marché automobile dans le monde, dans le pharma, l'ensemble les Big Five, qui s'appelaient, ou les Big Eight, c'était 30%, 40%. Oui. En Inde, il y a 25 000 entreprises dans le pharma. Et souvent, c'est un secteur de souveraineté. Et puis, toutes ces Big Pharma, aujourd'hui, si vous faites attention, ils sont séparés de tout ce qui était chimique, les unes après les autres. Pfizer, maintenant aussi, Upjohn a fusionné avec Mylan et ils vont garder que locaux. Novartis a fait la même chose. Abbott a fait la même chose avec AbbVie. Tous les grands groupes internationaux se sont dégagés des molécules chimiques, de l'infection, etc., ne vont que sur le génie génétique, sur les biotech et éventuellement les biosimilaires. Donc, l'approche, pourquoi? Parce que le marché est devenu très concurrentiel et dès que les produits étaient génériques, ils n'avaient que difficilement leur place. Donc, ils investissent, comme depuis toujours, dans la recherche et développement pour essayer de créer des molécules innovantes. Et c'est des molécules où il y a la plus grande valeur ajoutée et qui permet aussi d'augmenter la valeur de leur entreprise. Et souvent, c'est des grandes sociétés qui sont cotées à la bourse et qui ont besoin d'être valorisées au mieux pour leurs actionnaires. Maintenant, pour revenir sur notre stratégie avec ces firmes-là, notre stratégie maintenant sera désormais conventionnelle. C'est-à-dire qu'avant, on ne raisonnait que par molécule. Okay. On va toujours raisonner par molécule, bien sûr. Chaque molécule doit avoir son prix. Je ne parle pas des critères de qualité qui, pour moi, sont bien entendus. Ce sont des normes internationales qui sont implémentées par notre laboratoire national de contrôle, par l'agence et par nos textes réglementaires. Ça, c'est quelque chose qu'en tant que pharmacien, on ne discute même pas. Et qui, au contraire, sera... C'est rassurant, c'est très rassurant. Non, il y aura même... l'agence sera dotée d'une inspection qui pourra vérifier beaucoup de choses qui n'étaient pas vérifiées jusqu'à maintenant. Okay. Mais pour revenir sur une stratégie avec les multinationales, aujourd'hui, c'est une stratégie conventionnelle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on explique aux multinationales, on dit, oui, même pour celles qui ont créé des unités de production chez nous, vous avez créé des unités de production, mais bizarrement, vous avez créé que pour l'Algérie. Dans tous les pays du monde, une multinationale, quand elle crée une unité de production, c'est pour une sous-région, une région, un continent. Oui. C'est jamais pour un pays. Donc ce sont des unités quelque part à Libye. Elles leur permettaient de garder leur part de marché en Algérie. Parce que s'ils n'étaient pas produits localement, elles auraient été produites par quelqu'un d'autre et elles auraient été interdites à l'importation. Très souvent, elles produisent ces médicaments en Algérie une fois qu'il y a des dossiers d'enregistrement de concurrents qui sont déposés pour être produits localement. Okay. Et donc, notre objectif, c'est de leur dire, aujourd'hui, quand vous mettez en place une unité de production, elle ne doit pas servir que pour l'Algérie. Et très souvent, il faut qu'ils qualifient leur unité de production par l'OMS et un certain nombre de certifications internationales pour qu'ils puissent exporter leurs produits et qu'ils localisent des productions chez nous qui vont vers l'export. Parce que les marchés, ils les ont déjà. Simplement, quand ils doivent arbitrer sur les 4 ou 5 unités de production qu'ils ont dans le monde qui font telle molécule, eh ben, ils devront choisir la nôtre en contrepartie de l'accès au marché algérien. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage de M. le Président de la République, du gouvernement et donc de notre ministère,
on voit de conséquences, c'est celui de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas pour nous de démultiplier les unités de production, de faire de la production pour de la production, de faire de l'immobilier industriel. Il s'agit de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'entre la matière première et le produit fini, on crée de la valeur en Algérie. Et si, par exemple, ces multinationales ne créent pas suffisamment de valeur ajoutée, elles peuvent le faire par l'export. Ok. Elles peuvent le. Et c'est comme ça que raisonnent tous les pays au monde. Vous savez, c'est ce langage que je tiens depuis 6 mois avec ces multinationales. Alors, pour mettre de l'eau dans votre moulin. Et donc, juste finir sur ce point-là. Oui, allez-y. Je tenais ce langage depuis 6 mois. Les multinationales, ce qu'ils m'ont dit, mais on n'a jamais pensé à l'export parce qu'on ne nous l'a jamais demandé. Et là, ils reviennent tous avec des listes de médicaments pour l'export. Oui. Il suffisait de leur demander. C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous n'avions pas une stratégie de développement du secteur. Okay. Nous étions simplement consommateurs de produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que nous avions une vision simplement de soins. Et c'est pour cela aujourd'hui que le gouvernement, comme dans un certain nombre de pays, la Corée, la Grande-Bretagne, on sépare désormais le produit pharmaceutique des soins. Les soins pharmaceutiques et les soins médicaux restent bien sûr dans le cadre de la santé. Okay. Tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la carte sanitaire, qui est au contact des malades, est géré par la santé. Tout ce qui est produits pharmaceutiques, qualité, accessibilité, prix, production, stratégie de développement, est accompagné par l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça sera une manière où on aura beaucoup plus d'efficacité dans nos actions, parce que le secteur de la santé sera allégé et pourra mieux se consacrer aux soins. Et on connaît, et je me souviens, j'ai milité et je continuerai à le faire, pour que les soins pharmaceutiques soient une réalité dans notre pays. Et, on en a, je pense que une des dernières participations que j'ai fait à un groupe, c'était sur ce sujet-là. Tout à fait, j'en témoigne. Alors, il y a un autre expert, Miloud Kadar, que l'on recevait lors d'une émission précédente, de l'invité, et qui parlait des retombées, des conséquences un peu de cette crise du Covid, qui peut avoir des répercussions économiques assez sévères, et qui parlait justement de son impact économique en disant ceci: cette crise peut être une opportunité pour accélérer les réformes tant attendues de notre économie, pour la diversifier et sortir du tout pétrole et assurer notre sécurité sanitaire. Donc c'est ce que vous disiez en début d'émission. Et puis il ajoute, la production de la matière première active, le principe actif, se fait essentiellement en Asie, en Chine, et de nombreuses firmes pharmaceutiques veulent relocaliser leur production en dehors de ces pays asiatiques. Donc l'Algérie peut être la grande bénéficiaire de cette relocalisation, car elle a ses richesses, des cadres compétents, une profondeur et une dimension africaine. Donc ça met un peu de l'eau dans votre moulin, de la part d'un expert comme Miloud Kadar, en économie de la santé. Donc, en matière de développement, de relocalisation de cette industrie de la matière première, que pensez-vous de cette approche? Oui, c'est un avis qui est partagé par beaucoup de monde. Hein. D'ailleurs, j'en avais quelque part au début de notre conversation, j'en avais déjà posé certains principes. J'avais déjà posé certains principes qui se rapprochaient de cette analyse-là. Effectivement, avec le Covid, comme je disais, il y a beaucoup d'industries qui vont être relocalisées. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux, même les pays les plus puissants, se sont rendus compte qu'en délocalisant simplement au motif de faire plus de profit, justement pour leurs actionnaires, et créer plus de valeur ajoutée, ils se retrouvaient à un moment dépendants de ces pays-là. Et quand il y a eu une crise sanitaire, pour de simples dispositifs qui étaient les masques, ils étaient obligés de les acheter dans d'autres pays, alors que c'est une technologie tout à fait basique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils réfléchissent et ils reviennent à une volonté d'avoir ce qu'on appelle une souveraineté sanitaire. Donc, plus que jamais, l'Algérie, je veux dire, on n'est pas hors sujet, bien au contraire. On est dans cet état d'esprit, puisque en créant ce ministère de l'Industrie pharmaceutique, on veut créer cette souveraineté sanitaire à travers des pôles qui vont aller à la fois sur les biotech,
mais aussi sur les matières premières. Vous savez, quand on parle de biotech, moi j'ai visité quelques unités de biotech. Alors c'est vrai, vous pouvez aller, comme pour les comprimés, de la matière première, qui est une forme de poudre, par exemple pour l'insuline, des cristaux, et après, c'est quand même un processus assez complexe hein, avant d'arriver au stylo. Mais on peut commencer aussi par les cuves hein, des Escherichia coli, où vous faites votre propre culture, quelque part, de bactéries qui vous permet de faire vos molécules. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, Sécuded, il y a 15 ans ou 20 ans, quand nous étions un peu plus jeunes, dans nos journées pharmaceutiques, on nous expliquait qu'il était complexe de faire un comprimé. C'était de la haute technologie. C'était pas évident. Après, c'était l'injectable. L'injectable, c'est une technologie très complexe. Et nous voyons que pas à pas, nos industriels, malgré l'absence de formation en pharmacie industrielle, c'est un acte de développement multisectoriel que nous faisons pour nos secteurs, nous se sont adaptés et ont pu faire des transferts technologiques et mettre en place nos Algérie. La matière première, bien sûr, elle est essentielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer, d'ailleurs, c'est ce que le président de la République c'est toujours repris dans la plupart de nos conseils des ministres, pour créer de la valeur ajoutée, il faut partir justement de la matière première. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui ira à partir de la matière première sera soutenu par l'État. Il y aura ces investissements seront financés jusqu'à hauteur de 90%. Mais les industries qui ne créeront peu de valeur ajoutée ou qui iront à partir de matières déjà semi-finies ne bénéficieront plus d'aide de l'État, ils devront investir sur fonds propres. Et c'est ça la régulation, le rôle de l'État. C'est justement, et comme vous l'avez dit précédemment, on a déjà des contacts avec la Chine, avec l'Inde, d'État à État, pour mettre en contact nos agences, mettre en contact nos opérateurs, mettre en contact nos universités, parce que ce sont des décisions qui ont été prises dans ces pays-là. À un moment donné, politiquement, on a décidé à un moment en Inde de créer une ville, une forme de Silicon Valley pour la pharma. Et en quelques années, la biotech a explosé et les matières premières sont fabriquées aujourd'hui pour le monde entier. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas, quelque part, mettre en place ce modèle. D'autant, je vous le répète, que ces grandes firmes, voulant toujours faire du profit, vu la proximité de l'Afrique du Nord avec l'Europe, vu le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, la profondeur stratégique, nous sommes dans l'accord d'association avec l'Union européenne, nous rentrons en 1er janvier dans la zone de libre-échange africaine. Tout cela sont des arguments importants pour ces sociétés, pour se localiser chez nous, créer des partenariats avec des partenaires publics ou des partenaires privés dans la chimie, dans les biotech. Et je vous assure que ce n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Et Inch'Allah, dans peu de temps, on fera des annonces à ce niveau-là, des MOU et des accords internationaux seront signés pour lancer ces chantiers-là. Inch'Allah. Alors c'est là qu'on voit encore une fois la place et le rôle de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques dans la régulation de ce marché, qui est quand même un marché de haute technologie. Vous parliez tout à l'heure d'accompagner les missions de cette agence, et on a vu tout au long des débats qui ont précédé notre entretien la nécessité de préserver son indépendance autant politique qu'économique. Donc vous envisagez accompagner l'agence. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur la manière dont vous allez l'accompagner? D'abord, il faut savoir que c'est une agence technique. Ce n'est pas une agence politique, justement, du tout. Et c'est pourquoi on crée des agences, c'est pour les dégager des ministères, pour qu'il n'ait pas l'influence déjà des changements successifs de ministres, qu'il y ait une stabilité dans la gestion de ces agences-là. Pourquoi? Parce qu'elles prennent en charge, comme vous le dites, le contrôle des produits pharmaceutiques, la qualité des produits pharmaceutiques, mais aussi un côté économique, qui est celui du prix. Et là-dessus, comment nous l'accompagnons? À travers l'édiction et la promulgation du texte réglementaire. D'abord,
de la doter de moyens physiques, personnels, et, enfin humains et matériels, mais aussi de mettre en place les textes réglementaires qui étaient nécessaires. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, l'agence n'a pas les textes réglementaires pour fonctionner. Et ils sont aujourd'hui au secrétariat général du gouvernement. Inch'Allah, dans les semaines à venir, ils vont être adoptés, ils vont être promulgués, et il y aura un décret sur l'enregistrement, un décret sur l'homologation, et un texte aussi sur un décret sur le comité de prix. Sur l'homologation, on a parlé par exemple d'enregistrement des dispositifs médicaux. On parle très très peu des dispositifs médicaux. Vous savez que plus de 97% ou 95% des dispositifs médicaux ne sont pas homologués en Algérie. Il n'y a jamais eu d'homologation. Il n'y a pas de fixation de prix, à part pour les marchés tender, c'est-à-dire les marchés d'appel d'offres. Les gens présentent un prix d'un réactif et ils le vendent comme ils le veulent. La notion de qualité est très relative. Donc, réellement, c'est aussi un pan, c'est un chantier énorme qui s'ouvre à l'agence pour pouvoir, où nous allons faire non seulement des économies d'échelle, mais nous allons aussi certainement lutter contre des phénomènes qui doivent exister de contrefaçon, de mauvaise qualité, de prix excessifs, d'indisponibilité. C'est un marché où il y a beaucoup d'intermédiaires, qui est assez opaque et qui méritait d'être géré, comme dans le monde entier, à l'instar du médicament. Parce que le dispositif médical est aussi important pour la préservation de la santé publique et la sécurité sanitaire que le produit pharmaceutique. Mais aussi, il faut savoir que les gens ne lisent pas ou ne connaissent pas les textes. Donc tout ce qui est sensible, c'est-à-dire que lorsqu'on parle par exemple d'une commission d'enregistrement, ce sont les experts. Ce sont les experts. C'est une liste d'experts qui décident de l'enregistrement. Pour l'homologation aussi. Quant au comité de prix, c'est intersectoriel. Ce n'est pas un seul ministère, c'est tous les ministères de la République quasiment qui demandent. Il y aura l'industrie pharmaceutique, bien sûr, à la santé, mais aussi le commerce, il y a les finances, il y a l'industrie, il y a le travail à travers la sécurité sociale. Il y a 6 ou 7 ministères. Parfois, dans certaines commissions, il y a même la défense nationale, parce qu'ils sont concernés aussi par la santé militaire. Donc, ce sont des commissions qui sont intersectorielles. Dans lequel, pourquoi? Parce que sur la fixation de prix, là, on engage l'argent de la sécurité sociale, on engage le budget de l'État, on engage les équilibres budgétaires du pays. Donc, il est fondamental. Mais ce comité-là, maintenant, il sera auprès de l'agence, c'est-à-dire qu'il sera complètement, il ne sera pas déconnecté. C'est-à-dire que l'agence pourra, ça sera une forme de guichet unique, si vous voulez. Puisqu'en plus, le ministère de la Santé, les directions techniques seront mises en place avec eux, de telle manière que toutes ces directions, que le pharmacien directeur technique, qui se faisait balader de bureau en bureau, de quartier en quartier, il pourra, dans une forme de guichet unique, régler toutes ces problématiques. Et tout cela sera informatisé. Parce que la 4e direction technique au niveau de notre organigramme, on n'en a présenté que 3 tout à l'heure, la 4e, c'est celle de la numérisation. Alors, j'en viens. Nous allons tout dématérialiser. Ok. Alors, j'en viens à cette numérisation parce que vous avez déjà évoqué sur d'autres médias la nécessité qui dit numérisation, on intègre aussi la traçabilité donc de l'ensemble des opérations et la traçabilité en particulier du médicament. Dans l'article 319 de la loi santé, il évoquait la nécessité, la mise en place d'un système national d'information sanitaire, ok, et il est dit, je cite, le système national d'information sanitaire s'appuie sur toute technologie présente ou à venir. Il est repris ensuite dans l'article 320, il est fait allusion à l'interopérabilité des systèmes pour permettre donc la communication et puis l'exploitation des diverses données. Il se trouve que nous avons dans notre pays un big data qui est quand même assez consistant, c'est celui des caisses de sécurité sociale qui est alimenté depuis 2006 par les 10 000 pharmacies qui sont réparties sur l'ensemble du pays et qui forment un élément, un big data, donc un élément d'information très précieux pour les prises de décision.
On recevait M. Ouaza dans une émission précédente et qui, justement, l'ancien directeur de la pharmacie, justement, qui rapportait le fait que les prévisions en matière d'importation, en matière de production de médicaments se faisaient essentiellement sur la base des chiffres des douanes, et il regrettait que cela ne se faisait pas en exploitant les données de la sécurité sociale. Pensez-vous à votre tour pouvoir exploiter ces données et pensez-vous déjà qu'elles sont utiles et pensez-vous pouvoir les exploiter? Notre objectif il est encore beaucoup plus ambitieux. Et effectivement, ces data existent. Elles n'étaient pas mises en forme, parce que j'ai déjà discuté avec le ministère concerné, et elles seront exploitées, bien sûr. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que nous, notre volonté, d'abord, au niveau du pays et au niveau sectoriel, il a été décidé, comme dans tous les secteurs où on avait des faiblesses, justement, d'avoir une gouvernance particulière. C'est ça qu'il y a le ministère de la numérisation. Il va y avoir de l'e-gouvernance, et notre objectif, vous savez, numériser, c'est avant tout dématérialiser. Si vous ne dématérialisez pas, vous ne numérisez pas. Ça ne sert strictement à rien du tout. Donc il faut dématérialiser toutes les procédures pour pouvoir numériser. Et que ce soit pour l'enregistrement, que ce soit pour toutes les procédures qui accompagnent le produit pharmaceutique, mais il faut aussi faire un monitoring sur les stocks. Parce qu'une des problématiques que nous vivons tous, c'est justement, bon, à cause de l'enregistrement, et pas qu'à cause de l'enregistrement, aussi à cause de la mauvaise régulation du marché, le pays vivait et vit toujours des ruptures chroniques. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'état des lieux pour voir l'ensemble des produits en rupture, parce que ça va être, la régulation sera dans nos prérogatives, justement pour pouvoir y pallier. Et notre intérêt, notre volonté, dès le début, ça a été, dans un premier temps, par un système qui n'était pas encore informatisé, mais simplement une collecte d'informations, de savoir quels étaient les stocks au niveau en amont, c'est-à-dire à l'importation et à la production, puis au niveau des distributeurs, pour enfin arriver au niveau des officines. Il se trouve, comme tous nos confrères et professeurs le savent, que tout cet univers est informatisé. Donc il est assez facile de faire du recueil. Et nous travaillons déjà avec un certain nombre d'institutions, dont l'ISI, l'École supérieure d'informatique, qui a une grande expertise en Algérie, pour mettre en place un cahier des charges qui va nous permettre d'informatiser l'amont pour redescendre jusqu'à l'aval. Et effectivement, en ayant la traçabilité du produit pharmaceutique, on pourra effectivement mieux gérer un certain nombre de problématiques. Sans compter, bien sûr, et ça, j'ai toujours milité pour ça, il faut exploiter, bien sûr, le big data qui existe au niveau de la classe est extraordinairement intéressant pour voir l'évolution des pathologies, connaître les véritables consommations. Il y a beaucoup de discordances, des fois, entre certains chiffres qui sont rapportés et certaines réalités. Il y a des chiffres qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des ruptures, mais tous nos confrères savent qu'il y a beaucoup de produits qui périment. Pas simplement en production nationale, même en produits importés. Donc il y a un gâchis épouvantable qui est mis en place. Et notre volonté, c'est d'arriver dans les 3 ans, dans les normes européennes, en imposant la sérialisation. C'est-à-dire qu'il y ait ce fameux GS1 avec cet hologramme en 2D qui permette un système où il y aura la traçabilité. Et elle sera imposée à toutes les industries pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'il y aura une immatriculation par boîte qui fera, lorsqu'on trouvera même une boîte par terre, on saura quel malade l'a pris, s'il a été remboursé par la sécurité sociale, quel pharmacien l'a délivré, quel grossiste l'a vendu, quel producteur ou quel importateur l'a acheté. La même chose pour l'hospitalier. Ce système, il a été fait et maintenant généralisé dans les pays occidentaux, justement, non seulement pour lutter contre la contrefaçon, mais pour réellement pouvoir avoir une visibilité claire sur la traçabilité du médicament. La meilleure manière d'organiser les choses chez nous, c'est de ne pas passer par les étapes intermédiaires, mais c'est d'aller directement vers ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui, que ce soit en termes de technologie de biotech ou en termes de numérisation. Nous avons d'autres pays ont dû passer par ces étapes. Aujourd'hui, le système, l'informatique, le système RFID, le système international de GS1, tous ces instruments
nous permettent aujourd'hui de mettre, en, nous espérons en quelques mois déjà, un tableau de bord réel, de savoir, on était pendant des années, rappelez-vous, dans des situations ubuesques, où les pharmaciens disaient qu'il n'y avait pas de produit, où le labo disait que si, le produit était là, où la direction de la pharmacie disait que le produit était existant, dans des propos qui étaient toujours complètement contradictoires et qui, figurez-vous, n'étaient pas simplement que des affirmations pour cacher des insuffisances de régulation, mais il y avait des déclarations de laboratoires qui disaient, avec des stocks, disaient, oui, nous on a 500 000 boîtes, on a 1 million de boîtes, et le pharmacien n'en a pas. Il y avait des tas de problématiques qui étaient incompréhensibles, et là, qui obligeront aussi tout le monde à appliquer la réglementation de manière stricte, parce qu'il y aura justement une traçabilité réelle du produit pharmaceutique et une traçabilité, j'y tiens, de la responsabilité pharmaceutique à tous les niveaux. Parce que avec notre ministère de l'industrie pharmaceutique, bien sûr, dans toutes les entreprises pharmaceutiques, il n'y aura pas qu'un seul directeur technique, mais il y aura une équipe autour du directeur technique. Le directeur technique dirige, comme son nom l'indique, il est directeur. Donc il y aura une équipe de formation autour de lui, des pharmaciens pour la contrôle qualité, pour la pharmacovigilance, pour toute une série. Et il y a des arrêtés qui sont en préparation à ce niveau-là. Ça créera beaucoup d'emplois et ça permettra de reprofessionnaliser le secteur à la fois de l'industrie et de la distribution. Alors, une dernière question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Notre pays n'est pas encore membre de l'OMC, hein, l'Organisation mondiale de la santé, et dans les stratégies, ce qu'on a pu dire, il y a une grosse partie du développement de l'export. Comment faire donc, en n'étant pas membre de cette organisation internationale, face aux barrières douanières qui seront imposées par les pays membres? Et une autre question qui avait été soulevée il y a quelques années, peut-on envisager un marché maghrébin du médicament, voire marché du monde arabe, en matière non seulement de partenariat, qui va de la formation à la production en passant par la recherche? Ce sera ma dernière question. Oui, bon, écoutez, effectivement, nous ne sommes pas membres de l'OMC, mais ce n'est pas un obstacle aujourd'hui pour le pharma, il faut le savoir, parce que nous sommes membres de la zone arabe de libre-échange. Nous allons être membres de la ZECLA, c'est-à-dire la zone africaine de libre-échange à partir du 1er janvier, qui va être créée à partir du 1er janvier. Nous en serons membres fondateurs. Nous avons des accords d'association avec l'Union européenne. Et contrairement à ce que les gens croient, l'OMC est en panne depuis un certain nombre d'années. Et même les pays, les chantres du libéralisme aujourd'hui vont plus sur le bilatéralisme que le multilatéralisme. Donc, c'est plus des accords d'association qui se font entre différentes zones ou avec différentes zones de libre-échange plutôt qu'une mondialisation tout azimut. En plus, le produit pharmaceutique, on le sait, c'est un produit particulier où il y a une problématique de souveraineté, il y a aussi beaucoup de contraintes administratives qui sont celles de l'enregistrement, qui cachent souvent derrière l'enregistrement. Vous savez, il y a de la souveraineté. Aujourd'hui, on voit bien que les Indiens et les Chinois produisaient beaucoup de matières premières et beaucoup de produits, mais les grands laboratoires, certains sont maintenant indiens ou chinois, mais beaucoup d'autres restent toujours ceux de ces pays-là, parce que à travers des barrières, à travers justement l'expression de leur souveraineté à travers ces instruments de régulation, et c'est ce que nous ferons chez nous, c'est ce que nous faisons chez nous. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, avec un marché de 4 milliards d'euros, nous sommes un des pays les plus ouverts. Nous sommes ouverts aux pays arabes. Parmi les plus grands laboratoires, nous avons des laboratoires en Algérie. Quand je prends les 5 ou 6 premiers laboratoires en Algérie, en termes de chiffre d'affaires, sont des laboratoires étrangers. Ce ne sont pas des laboratoires locaux. Oui. Les laboratoires locaux font des efforts, continuent à déployer, se développent. Et je peux vous assurer, avec les projets qui sont en cours, vous verrez des développements même spectaculaires de certains laboratoires qui permettront justement de répondre aux problématiques de disponibilité, mais aussi de souveraineté du pays et de baisse de la charge de la facture d'importation. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes revenus qu'avant. Vous connaissez le marché de l'énergie. Non seulement on doit exporter, mais on doit faire attention aussi à nos ressources. Et c'est pour cela aussi que nous allons aussi aller sur cette fameuse liste des médicaments essentiels.
qui existe Oui. dans la loi sanitaire, qui existait dans celle de 85. Il y avait même une tentative, on m'a expliqué à un moment donné. Qui n'a jamais été mise en place. Qui n'a jamais été mise en place. Voilà. Donc, il est essentiel de la mettre en place. On ne va pas continuer à importer des produits qui ne sont pas nécessaires. Qu'on les fabrique sur place, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je crois à la bobologie. Des fois, il vaut mieux prendre des produits, même qui sont à SMR faible, plutôt que de prendre des produits qui peuvent avoir des contre-indications qui sont trop puissants par rapport aux problématiques qu'on peut avoir. Ceux qui ont fait de la pharmacie d'officine savent très bien qu'il faut différencier. Ça ne sert à rien. Des fois, il y a des médecins généralistes qui donnent 2-3 produits qui sont peut-être à SMFM, mais qui permettront aux malades de se prendre en charge au lieu de donner des corticoïdes, des antibiotiques ou des produits beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus chers et qui ont des contre-indications importantes. Donc, il y a une place dans l'arsenal thérapeutique pour ces produits-là, mais produits localement. Ce ne sont pas des technologies complexes, et il n'y a pas de raison qu'on dépense des ressources qu'on peut mettre au profit de l'achat de thérapies qui peuvent nous aider à lutter contre certains cancers avec certaines innovations thérapeutiques qui sont majeures et qui peuvent profiter à certains malades ou à certaines familles algériennes. Tout à fait. Mais écoutez, Monsieur le ministre, je vous remercie de la gentillesse que vous nous avez faite en acceptant cet entretien. Vous êtes un habitué déjà du Pharma Group. Je vous laisse peut-être le mot de la fin pour conclure. Oui, simplement pour saluer mes consoeurs et mes confrères. Je vois, bon, à travers mon ministère, je rencontre quand même beaucoup de pharmaciens, bon, plutôt directeurs techniques. Hein. Bon, j'ai reçu, hein, et je reçois aussi les syndicats et des ordres qui représentent les autres catégories de pharmaciens, notamment les pharmaciens d'officine assez régulièrement. Comment dire? Je pense que ce qu'il faut retenir avec la promulgation de cette ordonnance aujourd'hui, c'est que l'industrie pharmaceutique, notre secteur à tous, est désormais consacré par la loi. Donc il ne s'agit pas d'un effet d'aubaine ou d'une mode ou juste d'un essai. C'est réellement une transition vers un système sur lequel notre secteur sera réellement valorisé. Et quand notre secteur est valorisé, le pharmacien le saura aussi. Parce que c'est un ministère qui est dirigé par un pharmacien, où il y aura beaucoup de pharmaciens à la tête des directions ou des inspections qui existeront. Et ça permettra définitivement d'ancrer ce secteur-là dans le professionnalisme, dans la recherche et développement, dans l'avenir, dans tout ce qu'on a toujours demandé, qu'on a plaidé, et de le sortir d'un univers où il était quelque part marginalisé, où il était, on ne parlait que des hommes d'affaires, plutôt que des projets structurants, plutôt que des produits innovants, sans avoir de stratégie. Aujourd'hui, les pharmaciens algériens peuvent être fiers aujourd'hui d'avoir un ministère pour leur secteur, pour une grande partie de leur secteur, qui leur permettra de s'identifier et d'avancer dans un avenir meilleur, avec des perspectives à la fois parce que nous devons travailler avec les universités, avec la formation professionnelle. Les universités de pharmacie, on discute avec les ministres d'enseignement supérieur pour changer les études, les adapter, pour demander de créer des facultés de pharmacie, comme on a créé un ministère de pharmaceutique. On attend de créer des facultés de pharmacie aussi. C'est quelque part un travail de longue haleine que les plus anciens nous avaient légué, je pense au professeur Abed, que nous-mêmes nous continuons à faire. Voilà, et qu'aujourd'hui, nous devons continuer et que l'ensemble de la profession doit continuer à faire. La profession ne doit surtout pas rentrer dans des querelles byzantines et dans des fitnas inutiles. Toutes les personnes qui s'opposent inutilement et qui ce sont des querelles stériles qui n'apporteront rien ni à la profession, ni au pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition à la fois politique, économique, qui est majeure dans l'histoire de notre pays. Les pharmaciens doivent être au rendez-vous pour accompagner cette transition et pour pouvoir faire projeter leur métier et l'avenir de leurs enfants dans un pays, une nouvelle Algérie qui, Inch'Allah, sera meilleure.
de choses, tout à fait. Ben, écoutez, merci encore une fois. Je raconterai une anecdote hein, sur le rôle du pharmacien qu'on a tendance un peu à oublier. C'est une professeure, chef de service d'oncologie, qui exprimait sa très grande satisfaction d'avoir avec elle, à ses côtés, des pharmaciens et des pharmaciennes qui l'accompagnent au lit des patients et qui la soulagent alors qu'elle pose le diagnostic. Elle discute avec les pharmaciens les traitements nécessaires pour son patient, et c'est un magnifique exemple de réussite de ce partenariat entre le prescripteur et le dispensateur. On a un peu tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'il y a eu des visibilités pour des mauvaises actions qui intéressent plus les médias que les bonnes actions, mais nous venons de perdre M. Ben Bahmed. J'espère qu'il reviendra. Monsieur le ministre. Allô, monsieur le ministre, vous êtes revenu? Oui, ok, on vous revient, donc on continue. Alors, monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir accepté cette... Oui, on a eu une petite coupure, mais ça m'a permis de poursuivre dans l'anecdote que j'ai citée. Donc, on vous remercie encore une fois pour d'avoir accepté notre invitation. Les éléments que vous nous avez apportés sur les missions, sur les éléments que vous comptez mettre en place pour cette industrie pharmaceutique, me paraissent, moi, de mon point de vue, assez prometteur. Vous avez apporté un éclairage qui nous permet de mieux comprendre les enjeux et de mieux resituer les choses, de sortir des œillères du simple pharmacien que nous étions. Et donc, encore une fois, merci pour cette participation. Quant à vous, amis auditeurs, je remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. D'ici là, excellente continuation. Et longue vie à Pharma Group. Merci beaucoup, monsieur le ministre.